Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Cette semaine, on va voir les news, puis je vais vous passer le reste de notre conversation qu'on a eue avec Val de la chaîne Val EPL Magic Arena FR. C'est parti pour l'épisode 43. La plus grosse nouvelle cette semaine, elle est assez énorme, on en avait déjà parlé le week-end dernier, ça arrivait des bans pour l'historique. Effectivement, des bans, on en a eu. Alors en historique, on a eu Uro, titan de la nature, mais en plus on a eu Omnas, locus de la création, qui a été banni. En pionnier, on a Espion de la balustrade, Teferi, Time Raveler, l'Undercity Informer, Uro qui est banni là aussi, et puis on a Wilderness Réclamation, banni dans d'autres formats qui se voit maintenant banni en pionnier. En moderne, on a, attention, préparez-vous, en plus de Uro, on a Field of the Dead, Chant des Morts, on a aussi le Sanctuaire Mystique, il y a encore le Simian Spirit Guide qui permettait de faire du mana, et puis ils ont carrément banni la Trécrier de Tibalt qui permettait de faire des combos avec Valky. En Legacy, c'est pas fini. Alors là, Uro n'a pas été banni. À la place, l'autre carte simique bien broken, c'est Oko qui a enfin été banni dans ce format. T'as aussi l'Astrolabe d'Arkham qui permettait de faire tous les decks enneigés qui étaient bannis. Et enfin, Dreadhorde Arcanist qui était un 2-drop rouge qui était très joué en Legacy parce que ça permettait de rejouer les Pondeurs, les Bolts, les Brainstorm, etc. Et enfin, un petit unban en Vintage, l'Orus a été débanni parce que après qu'ils aient changé les règles, finalement, pas de raison de le garder banni en Vintage. C'est pas fini parce qu'il y a aussi un changement de règle qui permet, lorsqu'on cascade, bien de caster les cartes cascadées qui ont un coût converti de mana inférieur. Donc ça empêche la combo de Valky avec Tibalt, et Aaron Forsyth de Wizard of the Coast a prévenu qu'ils allaient essayer de changer cette règle aussi pour Bring to Light, parce que c'est pas l'esprit de la carte de caster Tibalt avec ce rituel à 5. Mais bon, pour l'instant, ça paraissait moins urgent, donc on peut encore faire ça. Waouh, ça fait beaucoup, je suis impatient de voir ce que vont donner tous ces différents formats. On va voir ce que disent les experts, je suis impatient de voir la suite. Vous profitez de la sortie de Kaldheim ? Eh bien, on passe déjà à la suite parce que les spoilers de Strixhaven ont commencé. Et malgré le fait que ça s'enchaîne un petit peu vite, je dois dire qu'ils réussissent plutôt bien leur coup parce que ça a l'air vraiment sympa pour l'instant ce set. En effet, ils ont juste révélé pour l'instant 5 cartes qui sont 5 commandements. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce cycle, ça commence en Lorwyn par les cartes monocouleurs, par exemple commandement cryptique, et puis ça a été fait dans le bloc Tarkir aussi pour les couleurs, les associations bicolores alliées, et maintenant on en a 5 nouvelles, donc les couleurs ennemies, qui représentent 5 collèges de magie, parce que je le rappelle, Strixhaven, ça se passe dans le monde des magiciens qui vont apprendre la magie à Poudlard. On n'a pas encore les noms en anglais, mais la Vernoire, ça s'appelle la commande de Witherbloom, donc c'est un rituel pour deux Golgari et qui permet de rechercher un terrain, de détruire une non-créature non-land permanente. Ça fait aussi détruire des petites créatures et ça draine un petit peu. On a le commandement de Silverquill, celui-là il est Orzhov, donc noir-blanc et 2 incolores. Lui aussi c'est un rituel, lui permet de booster des créatures en donnant le vol. Il permet aussi de renvoyer sur le champ de bataille une petite carte du cimetière et faire d'autres trucs d'Orzhov. Quandrix, avec le commandement de Quandrix, ça c'est la couleur simique, donc vert-bleu. Ils ont dû bien faire attention de ne pas refaire un Uro ou un Oko, donc je la trouve pas formidable. Pour 3 manas, c'est un éphémère cette fois. Ça permet de mettre des compteurs +1/+1. Ça permet aussi de contrer par exemple des artefacts ou des enchantements. En tout cas, ce que ça fait pas, c'est piocher une carte. Ensuite, le collège Izet, donc bleu-rouge, lui, il a un commandement qui est pour 3, c'est un instant aussi,
et ça permet de faire un choc sur n'importe quel target, ça permet de piocher les cartes et en discard 2, et de faire un compteur trésor et de détruire un artefact. Et enfin, le commandement de Lorehold, c'est pour 5, donc 3 rouges-blancs, et ça permet cette fois de faire des tokens, de sacrifier des permanents pour piocher les cartes ou faire un genre de Lightning Helix, donc d'hélice d'éclair, et aussi de booster toute la team. Donc pour chacune de ces cartes modales, c'est des commandements, donc comme tout le reste du cycle, ça veut dire que tu peux choisir 2 de ces 4 choix. Une carte somme toute sympathique et qui donne une introduction assez sympathique à ces 5 collèges de magie pour l'école de Strixhaven. C'est pas tout pour ce set parce qu'ils ont révélé des premières cartes pour un mode qu'ils appellent, c'est pas comme des expéditions, celle-ci ça s'appelle des Mystical Archives. Ce sera sûrement traduit archives mystiques. Le principe c'est que dans chaque booster, il y aura une carte de cette liste de 65 cartes à peu près, avec un frame et une illustration totalement différente, et c'est des cartes de l'histoire de Magic. Pour l'instant, on en connaît peu, mais pas des moindres. Tuteur démoniaque, option et retour au pays. Vraiment, on est gâté, ça va être sympa, et encore mieux pour les versions japonaises, donc juste dans les boîtes de boosters. D'ailleurs, tout ça, c'est dans les sets boosters et dans les draft boosters. Les Japonais, ils ont des versions différentes, écrites bien sûr en japonais, mais avec un cadre différent et des illustrations un peu japonisantes, tout à fait sympathiques. Enfin, 2 petits changements de règles qui viennent avec ce prochain set. C'est pas vraiment des changements de règles, mais la manière dont les choses sont décrites sur les cartes. En effet, on ne va plus parler de coût converti de mana, c'est-à-dire le coût total, toutes couleurs confondues d'un sort, mais on va parler maintenant de valeur de mana. Alors, valeur de mana, ça fait un changement. C'est peut-être pas extrêmement clair, mais ça me paraît bien plus clair que coût converti de mana, qui voulait un petit peu rien dire, même si on y était habitué. Et puis un autre petit changement de wording sur les cartes, ils vont maintenant dire, par exemple pour tuteur démoniaque, allez chercher une carte, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Mélangez quoi? Mélangez votre bibliothèque a priori, mais plus besoin de le préciser. Ça fait pas mal, mais c'est tout pour cette semaine pour les nouvelles. Donc je vous propose de vous passer les autres questions que j'avais passées à Val lorsqu'on s'était entretenu. Donc profitez de ce contenu bonus. Enfin, je te propose de te poser une question qui moi, m'intéresse beaucoup, surtout chez les pros de Magic, mais chez vous, ça m'intéresse également, et je sais que j'ai certains auditeurs qui sont intéressés par ça. Vu qu'on te voit beaucoup manipuler les cartes virtuelles, faire des news, du draft du construit sur Arena, je me demande, dans la vraie vie, en papier, est-ce que tu as une collection? Quel est ton rapport à la collection, les classeurs, l'aspect physique de la chose? Est-ce que chez toi, tu as des montagnes de cartes ou est-ce que tu es un asset qui possède que de la magie virtuelle? Je m'attendais à cette question, j'avais entendu ton interview avec Rémi. Euh, c'est un peu particulier parce que moi, à l'époque, quand je jouais à Magic, j'étais jeune, et quand tu es jeune, tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc, en gros, je jouais en standard, je revendais mon standard pour me payer le standard d'après. Donc, j'ai pas créé de collection, Hmm. entre guillemets, de format éternel. Euh, quand je me suis remis à Magic après mes années de lycée, euh, c'était à une époque où c'était le duel commander qui était vachement mis en avant, en tout cas dans mon cercle. Et moi, j'ai beaucoup fait de duel commander, Hmm. notamment les premiers BOM, les Bazaar of Moxon à Annecy, avec les premiers gros tournois EDH et tout. Et là, pour le coup, j'ai récupéré pas mal de cartes, parce que c'est pas mal de cartes de Legacy, de Modern et tout. Donc j'avais pas mal de bonnes cartes, mais j'ai pas un rapport à la collection liée à Magic, quoi. Je récupère surtout les staples, les cartes qui m'intéressent. Par contre, juste avant Magic Arena, peut-être un an avant, donc on ne savait pas que que Magic Arena allait sortir, j'ai revendu toutes mes cartes. Donc au moment où j'ai commencé Magic Arena avec PL, j'avais plus de cartes Magic, et c'est seulement depuis D'accord. l'annonce du Pionnier que j'ai commencé à récupérer toutes les Ah. staples de Pionnier, avant que la pandémie vienne détruire ce format, malheureusement.
Oh là là. Mais j'ai récupéré. Mais voilà, j'ai pas, j'ai des montagnes de cartes chez moi parce que je joue depuis que j'ai 9 ans. Donc forcément, j'ai des cartons entières de Hmm. communes, de résidus de draft, tu vois, de joueurs de boutique. Mais j'ai pas des beaux classeurs avec 4 Force of Will, 4 Snapcaster. Non, j'ai pas tout ça. Je commence à avoir ça pour le Pionnier, donc j'espère que ce format ne mourra pas. Mais j'ai plus un rapport où j'ai envie de pouvoir jouer les decks compétitifs dans les formats que j'aime jouer. J'ai pas forcément de collection. Par contre, je collectionne d'autres cartes, pour le coup. D'autres jeux? Ouais, ouais, bah, notamment Dragon Ball Super Card Game, qui est un autre TCG dans lequel je prends Ouais. beaucoup de plaisir et qui est sorti il y a 3 ans. Donc j'essaye de tout récupérer, chaque extension quasiment. Et je collectionne les cartes vintage, pour ceux à qui ça parlera, les cartes des années 90, Dragon Ball, les Cardass, Ah, Super Battle, Ondan, voilà, pour ceux à qui ça parlera. d'accord. Donc tu rattrapes un peu ton manque de Lotus Noir à Magic Ouais, avec ce jeu différent. bah, en fait, Magic, c'est le meilleur jeu du monde au sens du gameplay. C'est le jeu Ah oui, qui, c'est plus un jeu pour toi. c'est celui qui utilise le mieux les mathématiques. Pour moi, c'est vraiment le gameplay le plus profond, mais c'est pas spécialement le meilleur lore. C'est pas un truc, moi, j'ai découvert le lore avec Magic C'est Chic de Magic, alors que j'y jouais déjà depuis 15 D'accord. ans, pour te donner un ordre d'idée. C'était pas un truc qui m'impactait plus que ça. Donc, Ok. c'est pour ça que je collectionne pas plus que ça. Mais c'est bien d'avoir un petit reality check. C'est pas parce qu'on a commencé il y a longtemps à Magic qu'on a des Lotus Noirs plein les tiroirs. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ton cas. Et puis moi aussi, je suis comme toi, j'ai pas une collection incroyable. Faut pas, euh, faut pas s'en vouloir juste parce qu'on joue depuis longtemps qu'on n'a pas une collection incroyable. Les gens normaux sont comme ça, je pense. Ouais. Bah, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme moi et comme plein d'autres gens, hein, où à jouer, quand tu joues en standard, tu revends ton standard pour investir dans celui d'après. Oui, bien sûr. Ça, je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça, ouais. Moi, je m'intéresse un petit peu à qu'est-ce qui fait physiquement la carte. Par exemple, combien de versions du foil ont existé, ce nouveau mode que tu collectionnes, ce jeu, la Dragon Ball TCG, et ça a l'air d'être quelque chose aussi. Est-ce que ça... Et j'ai l'impression qu'il y a une collectibilité plus grande, enfin, il y a plus de modes différents. Et comment ça se passe dans ce jeu-là? Ouais, moi j'en parlais avec PL parce que lui, il est un peu plus collectionneur de Magic que Mhm. moi, pour le coup. Et je trouve, alors c'est que mon avis, et je pense que le contraire est défendable, mais je trouve que Magic, c'est pas un jeu qui se collectionne très bien. Je trouve que la qualité des cartes, quand tu compares avec les concurrents, euh, moi je suis Ouais. très TCG friendly, donc je vois pas mal ce que font les concurrents, que ce soit Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Super Card Game. La qualité des cartes Magic est bien en dessous, c'est triste à dire, mais quand tu vois la solidité d'une carte Dragon Ball Super Card Game, quand tu vois les effets de foil qu'il peut y avoir, qui sont tous différents, bah, c'est pas la qualité principale d'une carte Magic. Je veux dire, le visuel qu'elle a en tant que bout de carton, c'est pas forcément mieux que ce que fait la concurrence. Après, c'est pas ce qu'on lui demande. Moi, ce que je demande à Magic, c'est d'être le meilleur jeu du monde, le plus profond, le plus intéressant, celui qui crée le plus d'émotions. Et sur ça, il le fait très bien. Mais en termes de cartes, voilà, c'est pas, je trouve pas ça très incroyable. Les foils, notamment des versions collector booster, ont tendance à bend comme des chips. Ouais. Le grammage d'une carte Magic est très fin, ça prend vite la poussière, ça vieillit vite. C'est Je suis pas. c'est intéressant parce que moi, vu que j'ai eu Magic dans ma vie assez tôt, je me suis jamais intéressé presque au moindre autre TCG et c'est intéressant que toi, tu aies cet intérêt multiple. Mais donc concrètement, par exemple, des foils de ces jeux-là ne baignent pas. Non, C'est non, bah, il n'y a possible. aucune carte qui peine. À Dragon Ball Super Card Game, typiquement. Même les Fou ça. cartes ont un effet un peu plastifié, elles ont un grammage beaucoup plus élevé. Il n'y a pas ce côté, les coins, vous savez, bah, littéralement une carte plate. Tout le monde sait à quoi ça ressemble une carte plate Hmm. de Magic. Moi, j'ai jamais vu une carte plate de Dragon Ball Super Card Game depuis que je joue à ce jeu depuis 3 ans, pour vous dire. Donc, c'est pas la même qualité d'impression, voilà. Après, je pense que malheureusement pour Magic, ça vient aussi du fait que c'est un jeu qui a été édité il y a 30 ans et que tu peux pas changer le grammage et qu'à l'époque, c'était ouf la Ah qualité oui, d'une carte Magic. t'es obligé Là, d'être c'est sûr qu'un consistant. jeu qui est sorti en 2018, bah, il met le grammage qu'il veut, c'est normal. Oui, d'accord. Genre, on n'y peut juste rien. Et si je peux juste placer un petit avis personnel sur les cartes Magic, les anciennes frames et notamment les anciennes foils sont 10 fois plus belles que ce qu'on fait actuellement, malheureusement. Moi, j'étais très très fan bah, de cette époque où j'ai commencé à jouer à Magic, où j'avais ma petite étoile sous le foil, où j'avais les anciennes frames.
C'est magnifique. C'était magnifique. Et je suis bien d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, mais pour la sortie du Time Spiral Ah, Remastered, j'ai vu ça, il ouais. y a une Buy a Box promo, donc qui est Lotus Bloom en all frame foil avec la petite étoile. Et je suis pas certain de savoir si c'est vraiment le vieux foil ou pas. Est-ce que t'as des infos là-dessus? Ah, il faudrait que je revoie la carte. Je t'avoue que je suis passé très rapidement dessus. J'ai juste vu que c'était un Lotus Bloom All Frame qui était magnifique, mais j'ai pas fait gaffe si c'était bien le foil Ouais. d'antan. Moi, j'ai vu Je une ne sais petite pas. vidéo mais on voit pas trop. Et j'ai demandé à un ami qui travaille maintenant dans un magasin si c'était le cas, mais c'est pas. Tout le monde n'est pas au courant que le fait qu'il me semble les vieilles foils, l'illustration n'avait pas le foil. C'était juste Ouais, le c'est cadre, seulement n'est-ce le pas? contour de la carte, mais ce contour était Ouais. tellement beau. Ouais, et ça, on l'a pas vu depuis très longtemps. En plus, moi, j'ai un truc que j'aime pas trop dans le foil, c'est que ça change les valeurs de contraste sur l'illustration, donc ça dénature un petit peu l'illustration. Alors quand tu l'as que dans le cadre, c'est juste magnifique, win-win. Ouais. Je me souviens plus à quelle date ils ont changé la frame des cartes. C'est 2008, c'est ça? Non, À je pense partir de la que huitième édition, c'est je crois? bien avant, c'est en 2001, je pense, la huitième édition de 2000-2001. Je crois que c'était pour l'an Non, 2000 qu'ils ont non, quand même. Ah ouais? Si tôt? peut-être pas. Bah, moi, je jouais Ah, vers mais oui, je dis des bêtises, t'as Carnage. tout à fait raison. C'est après Carnage, c'est à l'époque de Miraudin où ils ont changé les Ouais, frames. il y a eu la Ah bah huitième oui, mais je dis édition, puis n'importe quoi. Miraudin, Bah ou le oui, bien contraire sûr. peut-être, Miraudin, puis C'est en Miraudin, bah, je jouais à cette époque-là. Enfin, je jouais. J'essayais de jouer. Ouais. Je balbutiais. Ouais, un petit peu la période où j'ai arrêté justement parce que j'étais trop choqué, notamment par ce changement d'esthétique. Et puis il y a des ninjas qui sont arrivés Avec avec... Kamigawa. Ouais, et là j'ai pas accroché. Pour moi, ça devait être des nains, des gobelins et des sorciers magiques. J'étais un petit peu Je fermé comprends. d'esprit. Tu sais, c'est marrant que tu dises ça parce que ça, c'est souvent une discussion qui revient quand je stream avec le chat. Il y a un peu un Mhm. désamour énorme avec Kamigawa, notamment parce que le format draft et scellé était assez catastrophique et compagnie. Oui, mais j'en Mais savais rien. comment? Et moi, j'en savais rien et beaucoup de gens ont arrêté à cause de ça. Apparemment, le construit était Ouais. terrible, mais moi, je savais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment un désamour total pour Kamigawa. Et moi, c'est paradoxalement une des extensions qui me parle le plus parce qu'elle fait référence à une grosse part de nostalgie. Et donc, du coup, j'ai toujours ce contraste énorme avec la plupart des gens dans mon chat où moi, j'ai adoré Kamigawa parce que c'est là où j'ai appris à jouer à Magic compétitivement. C'est là où j'ai appris à jouer en standard, Ouais. notamment le format Kamigawa Ravnica, premier du nom. C'est là où j'ai été en boutique pour la première fois de ma vie à Marseille, à l'Equinox, qui était tenu à l'époque par Sylvain Loriol, qui était un joueur pro, qui a même gagné les France, je crois, D'accord. en 2006, il me semble. Enfin bref, et du coup, ouais, moi, Kamigawa, ça me parle beaucoup. Il y a cette fameuse carte, là, Incase, Servante Oni, qui était dans le préconstruit avec JT du Mezawa. Enfin, je ne sais pas pourquoi les gens détestent autant Kamigawa. Moi, ça me rappelle que de bons souvenirs. Ouais, c'est assez surprenant et je pense que tu fais peut-être partie d'une minorité qui aime bien Kamigawa, mais j'ai l'impression que cette minorité est totalement passionnée. J'entends un certain nombre de gens raconter avec passion l'amour qu'ils ont Ouais. pour Kamigawa, et je pense Ouais. que Gavin Verhey fait partie de ces gens-là, donc peut-être que ça va revenir un jour, t'y crois toi? Un retour sur Kamigawa. Ouais. Vu le plantage que ça a été, ils ont peut-être un peu peur de ça. Après, je pense que maintenant, un univers japonais, ça choquerait beaucoup moins qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme Hmm. tu dis, les gens s'attendaient à des gobelins, à des elfes. Bon, Ouais. maintenant, dans Magic, on n'est pas forcément outré, on n'est pas forcément choqué outre mesure d'avoir un univers qui nous apporte pas des gobelins et des elfes. Je veux dire, on a vu Ixalan avec des pirates, des dinosaures et des ondins. Hmm. Ça a posé de problème à personne. Moi, je pense qu'ils repartiront sur Kamigawa un jour. Ouais. Et je suis plutôt chaud. Moi, j'aime bien l'univers japonais. Mais moi, Kamigawa me parlait pas spécialement à l'époque pour l'univers, mais juste il faisait Hmm. appel à mes premiers souvenirs de compétitif. Et donc, du coup, c'est un format que j'ai bien aimé jouer. Et c'est pour ça que ça m'amuse de voir que tout le monde le déteste. D'accord. Par ailleurs, je trouve ça assez cool que tu racontais ta montée sur Marseille pour ton premier tournoi boutique et le fait que vous soyez de Toulon, parce que il y a un espèce, enfin ça c'est un truc français, mais une espèce d'impression de centralisation vers Paris, et donc ça fait plaisir de rappeler que c'est pas que Paris, les compétiteurs et les compétitrices à Magic, et puis les joueurs et les joueuses. Bon, il y a Raphaël Lévy, bien sûr, qui fait briller Toulouse depuis des années. Tu as aussi des grosses communautés à beaucoup d'autres endroits.
notamment à Nantes. Ça fait, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous de faire briller la province sur la Non, sphère Magic? non, mais pas spécialement. Après, il y a des compétiteurs dans le sud, hein, on en connaît. Nous, on avait des bons Oui, bien joueurs sûr. à l'époque à nos boutiques. Après, tu sais, nous, avec PL, j'ai toujours été un spectateur de compétitif, un compétitif enthousiaste, mais j'ai jamais eu trop la prétention d'être un joueur compétitif. Je veux Oui. dire, on a fait notre premier GP en 2015, alors que je jouais depuis 15 ans à Magic, quoi. Euh, le, je crois que il y a une vérité, c'est qu'effectivement, il y a un concentré de talent à Magic à Paris et c'est normal. Il y a beaucoup de boutiques, il y a une sphère très compétitive, tu sais, il y a plein de bons joueurs qui peuvent s'entraîner ensemble et je pense que c'est pas dramatique de dire qu'il y a plus de niveau à Paris et c'est même sûr que j'aurais fait plus de tournois compétitifs si j'avais été parisien qu'en étant toulonnais. Hmm. C'est pas faux, quoi. C'est pas faux. Après, moi, quand j'étais en troisième, donc j'habitais à Marseille et c'est pour ça que Ah oui, j'allais à la d'accord. boutique de l'Equinox. Et il y avait pas mal de joueurs compétitifs. Bah, je pense notamment au tenancier qui était donc Sylvain Loriol, qui est quand même pas mal connu dans la sphère MTG pour avoir été un grand deck builder. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui a gagné les France, qui a fait des Pro Tours. À l'époque, moi, où je jouais à Equinox, ce qui est un petit peu marrant, moi j'étais un tout petit, hein, j'étais en troisième, je devais avoir 13 ou 14 ans, je découvrais le Magic compétitif et les dégâts en pile, pour le coup. Mais je côtoyais des gens, alors qui se souvenaient pas forcément de moi à cette époque-là parce qu'ils étaient plus grands, mais il y avait Thierry Rambois qui a fini par devenir un Ah joueur oui. compétitif. Il jouait à l'Equinox typiquement. Donc il y a aussi une communauté compétitive dans le sud, j'imagine. Mais c'est vrai que nous, avec PL, c'était pas. Nous, on était des joueurs de tournoi boutique et ça nous allait très très bien, quoi. Ouais. Ça résonne pas mal avec moi ce que tu racontes, le fait que, en fait, tu es intéressé depuis, bon, depuis toujours pas Magic, depuis longtemps par la compétition, sans vouloir forcément gagner des Pro Tours. Et on parle beaucoup de compétiteurs, des meilleurs joueurs et joueuses du monde, etc. On parle beaucoup du jeu plus casu, de l'EDH, parce que c'est une sphère très sympa, mais j'ai l'impression qu'on parle pas assez de ces gens qui jouent pour gagner. Vraiment, euh, Magic est un jeu où tu veux gagner quand tu es en 1v1, mais sans forcément avoir besoin d'en faire ta carrière, de faire des Pro Tours, Mm. etc. Est-ce que, enfin, moi je pense que cette passion pour Magic, mais ce manque de compétitivité, ça fait que j'ai envie de plus faire partie de la communauté par un autre moyen que la compétition. Et c'est ça un petit peu qui lance l'envie de faire un podcast, par exemple, pour être plus impliqué dans la communauté. Est-ce que tu penses que c'est pour ça un peu aussi que vous consacrez tant d'énergie dans vos contenus? Ouais, mais je comprends tout à fait cette espèce d'entre-deux dont tu parles. En fait, t'es pas forcément. En fait, si t'as pas ambition de jouer un Pro Tour, t'es pas forcément un joueur casu. Oui, c'est Tu vois, ça, il y a une espèce d'affrontement qui ne devrait pas exister et qui existe de moins en exactement. moins. En vrai, on dit ça en caricature, hein. Oui. On sait que maintenant, il y a tout type de profil. Magic, c'est le meilleur jeu du monde parce qu'il se consomme aussi à tous les niveaux. Ça, je le répète souvent. Hmm. Demain, tu veux jouer avec tes quatre potes sur la table de ta cuisine ou tu vas aller jouer en GP, tu auras une expérience de dingue. Qu'importe que tu aies joué casu, qu'importe que tu aies joué compétitif, il y en a pour tous les goûts. Si un joueur, un jour, il découvre Magic, si jamais il arrête de jouer à Magic, c'est juste qu'il n'est pas au courant, qu'il n'a pas été mis au courant, qu'il avait une manière de consommer qui lui convenait. Dire Hmm. Magic, c'est tellement vaste, c'est incroyable. Et donc, comme tu le dis, il y a cette espèce d'entre-deux où tu peux t'impliquer dans la communauté compétitive, comme moi, je suis souvent sur perf. Je ne traite et ne parle et suis enthousiasmé quasiment que par le compétitif. Je fais un petit peu Mhm. de Magic casual, un petit peu de Magic fun, parce que c'est cool sur YouTube et que ça s'y prête bien et parce qu'on se marre bien avec PL. Et moi, de mon côté, ce qui m'intéresse le plus, c'est du Magic compétitif. Mais caster un événement, un Mythic Championship, ça me génère autant d'adrénaline et d'envie que de participer à un Pro Tour. D'avoir été caster officiel pour Wizard, c'est un goal qui est un goal atteint, un but que j'ai réussi à atteindre grâce à PL et à mon travail, qui me génère tout autant de satisfaction, voire plus que d'avoir joué un Pro Tour. Eh bien, bravo, je te félicite tout autant que si tu avais gagné un Pro Tour, parce que c'est beau ce que vous faites. Et maintenant, je vais te poser les petites questions que je t'ai posées pour PL pour que j'ai la réponse lorsque je les pose à PL. Je ne sais pas si ça fait sens. Ouais, Mais, ça marche. donc, tu as expliqué comment tu as commencé. C'est quoi ta carte préférée? Témoin éternel. Oh, d'accord.
Oui, c'est Eternal Witness, témoin éternel. Ouais, D'accord. Et c'est ça. pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu de sort, Ouais. un petit peu comme Snapcaster, voilà, et parce que j'ai beaucoup joué à Animar en Duel Commander, et voilà, Animar, il profite que des effets d'arrivée en jeu, des bonnes créatures. Et je sais pas, Witness, comment dire, ça condense tout ce que j'aime bien à Magic, quoi. La couleur verte, une bonne créature, le dessin est joli, l'effet est cool, et puis ça fait aussi écho à, je pense, le plus beau deck que j'ai connu dans tout Magic, c'est-à-dire Eternal Command, qui était joué par Shota Oh, Yasuoka au début du tu moderne, me fais plaisir. peut-être le plus beau deck Magic de tous les temps, et ça jouait des Witness et des Cryptic Command. Pour la récursivité, pour grinder pendant des heures. Un deck, je sais pas si tu... C'était fou, hein. Je sais pas si tu l'as joué, moi j'ai essayé Non, de le jouer, j'ai essayé des versions Bant, et je crois qu'il y a que cet homme pour gagner avec finalement. ouais, je sais pas si c'était fort, mais qu'est-ce que c'était beau. Ah ouais, mais c'est cet homme qui joue les decks contrôle, il va tellement vite, tout a l'air facile, mais il s'en passe des C'est choses clair. dans sa tête. Ça me fait plaisir que tu parles de témoin éternel. C'est une carte que j'aime beaucoup aussi. J'ai joué beaucoup Abzan Company en moderne. Et Ouais. c'était un composant important pour grinder. Mais c'est la carte quintessentielle du créature avec un effet d'arrivée en jeu. Et est-ce que tu penses que ce serait, maintenant qu'il y en a eu tant d'autres des créatures comme ça, tu penses que ce serait encore jouable en standard si c'était réimprimé aujourd'hui? Ça m'arrache le cœur de dire ça, mais je crois qu'actuellement, en tout cas dans le standard que je découvre avec Kaldheim, j'ai pas envie d'avoir un Eternal Witness dans mon deck Oh là pour là, l'instant. ça me fait mal, mais je crois C'est que tu pas as raison. grave. Elle a toujours sa place dans dans certains formats comme le Duel Commander ou le Commander Multi. Ouais. Ok, super. Ah oui, et qu'est-ce qui te fait le plus salé à Magic? Un peu comme te l'a dit PL, je crois. Ah, peut-être les Manades. Ça, c'est un truc qui me trigger. Ouais, je vais dire les Manades. Ouais. D'accord, oui, c'est vrai que ça c'est assez universel également. Ah, tu joues pas, quoi. C'est dur. Ouais. Les problèmes de land au global, quoi. Si Pell te répond ça, tu pourras lui valider la réponse. Ouais. Tout en considérant que ça fait partie du jeu, ou alors est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas ce problème dans Magic, le jeu n'en serait que meilleur? Non, ça fait partie du jeu et c'est important. Ça aussi, c'est des choses dont on discute pas mal en stream. Ouais. Il y a une espèce de variance sur le fait de toucher tes landes, mais c'est un truc que tu dois contrôler. Ça t'oblige à bien deck builder. Ça permet aussi que tes games soient différentes. Il y a d'autres TCG qui n'utilisent pas le système de mana et où tu fais à peu près tout le temps les mêmes sorties et du coup, tu as à peu près tout le temps les mêmes patterns de jeu. Ça diversifie quand même les games d'avoir les landes. Puis Magic tend à essayer de lisser au maximum cette variance avec les duels face land et tout. J'aime bien m'en plaindre quand je fais une non-game, notamment en stream, parce que c'est rigolo. Mais au global, je changerais ce système pour rien au monde. Puis, comme le disait si bien Giroc, c'est tellement incroyable de voir, genre de gagner une game où tu étais en death parce que tu as réussi à faire une remontada. Tu vois, ça crée des scénarios que tu n'aurais pas forcément dans d'autres jeux. Oui, je suis bien d'accord. Bon esprit. Et enfin, une dernière question. Qu'est-ce qui fait de ton partenaire de Crime PL le meilleur partenaire pour la chaîne? Tout, parce qu'il est... Déjà, c'est quelqu'un qui est... Comment on peut dire quelqu'un de sécuritaire? C'est-à-dire que je sais que je peux compter sur lui. Et au moment où je lui ai proposé de créer cette chaîne avec moi, je l'ai proposé à lui parce que je sais et je savais que... qui répondrait oui, mais surtout qui s'investirait dans ce projet et que... Tu sais, quand tu pars sur un projet à deux, il faut trouver quelqu'un dont tu es sûr qu'il ne te laissera pas tomber ou qui ne laissera pas tomber le projet. Et PL, voilà, c'est quelqu'un qui est travailleur, qui a des compétences et qui allait être sécuritaire sur ce plan-là, qui allait pas laisser tomber le projet, quoi. J'avais confiance en lui, j'ai confiance en lui, je pense que c'est le plus important. Puis après, au-delà de ça, sur l'affect, c'est mon ami. On est amis dans la vie aussi, on ne fait pas que jouer à Magic ensemble. Mais voilà, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui a des compétences et c'est quelqu'un de confiance. Eh ben c'est beau. Merci encore Val pour toutes ces réponses et à bientôt. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.